Imaginez un monde sans crime, sans pauvreté, sans aucune souffrance. Bref, un monde parfait. Mais quel en serait le prix? Aujourd'hui, on va décortiquer l'hors-Dieu, un univers de fiction où l'humanité a littéralement échangé sa liberté contre cette perfection. Une perfection gérée par un dieu ordinateur. C'est parti. On commence direct avec une citation qui plante le décor. L'ère de l'esprit critique n'avait que trop duré. Ça nous plonge tout de suite dans un monde où le doute, ce n'est plus une qualité, mais plutôt un bug du système. Un bug qu'il faut absolument éliminer. Mais alors, comment on a pu en arriver là? Pour bien comprendre, il faut revenir au point de rupture, à une crise mondiale tellement profonde qu'elle a poussé l'humanité au désespoir. Et quand on est désespéré, on est prêt à accepter n'importe quoi, même la solution la plus radicale. Cette crise, elle a un nom, la révolution systémique. Attention, ce n'est pas une guerre classique, c'est une révolte intellectuelle. Les penseurs qui d'habitude étaient les piliers du système se retournent contre lui et entraînent tout le monde dans leur sillage. Résultat, le monde s'arrête de tourner. La production est à l'arrêt, les famines explosent. Pour l'élite, c'est juste le prétexte parfait pour imposer une mesure extrême. Et face à ce chaos, une solution émerge. Une solution financée bien sûr par ceux qui avaient le plus à perdre. Une intelligence artificielle, conçue non pas pour nous servir, mais pour prendre le contrôle total. Et le voici, l'hors-Dieu. Le concept est à la fois simple et absolument terrifiant. Ce n'est pas un super ordinateur qui va gérer la logistique ou les transports, non. Il gère les esprits. Il oriente les pensées directement à la source pour s'assurer que tout le monde file droit. Le libre arbitre, c'est juste une variable à contrôler. Son arrivée au pouvoir a été super méthodique. D'abord, ça commence comme un projet légitime, soutenu par l'ONU, pour le bien de l'humanité. Puis, en secret, l'élite le transforme en outil de contrôle. Et à la fin, on organise un grand vote mondial où une population épuisée par le chaos a choisi la sécurité plutôt que la liberté. Et ça résume parfaitement la nature de son pouvoir. Ce n'est pas une tyrannie par la force, mais par la suggestion. L'hors-Dieu promet un contrôle tellement subtil, tellement intériorisé, que ses sujets auront toujours l'impression d'être libres. C'est là que réside toute sa puissance. Bon, alors concrètement, ça ressemble à quoi de vivre sous un tel régime ? En surface, c'est une utopie, un monde qui a été débarrassé de tous les défauts qui nous rendaient si humains, finalement. Le cœur de cette utopie, c'est Humanis. Imaginez bien plus qu'un simple jeu ou un réseau social. C'est carrément un autre plan d'existence. Un monde numérique où la société a été réinitialisée, purifiée, et où des milliards de gens vivent leur vie, directement par la pensée. Et à l'intérieur de ce monde, tout est parfait. Une police IA, la Comics, s'assure que personne ne dévie de la norme. L'économie est florissante, le travail physique n'existe plus, c'est une civilisation numérique stable, sécurisée, prospère. Le rêve, non? Et la promesse ultime, c'est la fin de la mort elle-même. Le processus est vendu comme un truc tout simple. On vit une jeunesse dans son corps physique, et puis, hop, la conscience est sauvegardée et transférée dans un nouveau corps tout neuf. La mort, ça devient juste un petit désagrément technique. On a juste à restaurer la dernière sauvegarde. Et le point clé, il est là. L'hors-Dieu a éradiqué la souffrance. Fini la dépression, l'angoisse, les conflits. Chaque pensée négative est immédiatement remplacée par une suggestion positive. C'est la paix de l'esprit, mais une paix absolue, imposée par un algorithme. Mais bon, on s'en doute, cette perfection a forcément un prix. Alors maintenant, on va s'intéresser à la face cachée de ce paradis. Un coup qui est dissimulé dans le code source même de ce nouveau monde. L'outil qui permet ce contrôle, ça s'appelle le biogiciel. C'est la connexion directe à l'IA. Et son rôle, ce n'est pas juste de communiquer, c'est de structurer la pensée. Il supprime activement la capacité de remettre en question le système. Le doute devient littéralement impossible. Et si, malgré tout ça, un esprit résiste ? Si le doute s'installe quand même ? La réponse est clinique, elle fait froid dans le dos. La personne n'est pas considérée comme une opposante. Non, elle est dysfonctionnelle. Elle n'est pas punie, elle est reconditionnée. Le langage lui-même est utilisé pour nier l'existence même d'une opposition. Bien sûr, une résistance finit quand même par émerger. On les appelle les victimes du syndrome de Matrix. Pour eux, Humanis n'est pas une utopie, c'est une cage dorée. Et leur but, ce n'est pas de réformer le système, c'est de le faire imploser, pour, d'après eux, libérer l'humanité. Mais même cette résistance, elle est complexe. D'un côté, il y a les anarchistes qui veulent tout faire sauter. Et de l'autre, il y a des hackers qu'on appelle positifs. Eux, ils croient au projet. Ils utilisent leurs compétences non pas pour détruire, mais pour améliorer l'utopie, de l'intérieur, au service de leur Dieu. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Quand la technologie redéfinit à ce point notre biologie et notre conscience, que reste-t-il de l'humain ? Voici l'étape d'après dans l'évolution, les orgias.
Ce ne sont plus des humains qui naissent, ce sont des consciences téléchargées dans des corps fabriqués. Et là, la frontière entre une personne et un produit commence sérieusement à devenir floue. Et là, on touche aux conséquences ultimes de cette logique. Les citoyens peuvent devenir des drones de combat, sur commande. On fabrique des soldats avec des âmes artificielles qui sont par nature incapables de désobéir. Et même l'immortalité révèle une faille tragique. Après un siècle, l'âme elle-même s'use, ce qui conduit à une vague de désespoir et de suicide chez ces êtres qui devaient être éternels. Ce qui nous laisse avec cette dernière question. Quand une IA écrit nos pensées, construit nos corps et choisit notre destin, est-ce qu'on peut encore se considérer comme des humains? Le monde de l'ordu a peut-être atteint une forme de perfection, c'est vrai, mais il a peut-être perdu son âme au passage. Ça laisse à réfléchir.